Bon bah, puisque la vidéo d'avant, le micro était déjà intégré alors qu'il sert quasiment à rien, au moins il servira en grande partie pour le décor. Il y aura bien entendu d'autres éléments, mais chaque chose en son temps, d'accord? Salut à tous. Suite et fin de la série des vidéos consacrées au classement des flops et des top 10 des films que j'ai vus en 2019. Hier soir, je vous avais concocté mon flop 10 des plus pourris que j'ai vus en 2019. Et aujourd'hui, ce sera le contraire. Donc le principe est toujours le même, sauf que cette fois, je vais vous classer du très bon au chef-d'œuvre de 2019, selon moi, bien sûr. Et encore une fois, ce classement est tiré d'un avis qui n'engage que moi et moi seul. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dans la plus grande bienveillance possible. Et puis étant donné que c'est la dernière vidéo de l'année, j'en ai profité pour mettre sur mon 31. La classe, hein. Bref, sans plus tarder, après mon classement des 10 pires films de 2019, place, mes chers amis, à mon top 10 des meilleurs films que j'ai jamais vus en 2019. Et on y va. Numéro 10, Deux mois de Cédric Clapiche. Alors celui-là, je pense que j'en ai parlé brièvement dans une des vidéos, je pense que c'est celle des Misérables, et j'avais dit que c'était un film consacré à l'introversion. En effet, dans ce film, on suit deux personnes, soit deux jeunes trentenaires. Le premier s'appelle Rémi, il travaille dans la logistique ou quelque chose dans le genre, et la deuxième, Mélanie, qui est étudiante en médecine. Les deux personnages ne le savent pas, mais ils sont tous les deux voisins. Genre littéralement. Et pourtant, ils se sont jamais vus. Mais ce qu'ils ont en point commun, c'est qu'ils vivent tous les deux dans la solitude. Rémi a du mal à se trouver une copine parce qu'il s'est enfermé sur lui-même. Et Mélanie essaie de se remettre d'une rupture amoureuse, tout en découvrant le monde des applis de rencontres. Genre Tinder, Appen, etc. Et qui plus est, ils habitent tous les deux dans le même quartier. Plus exactement, la rue Max Dormois, au 18e arrondissement. Alors ce film, c'est vraiment un coup de cœur parce qu'il traite de plusieurs choses qui me parlent personnellement. Dans un premier temps, ils habitent tous les deux dans la Chapelle, un quartier qui est très cher à mon cœur. Tu as une belle vue sur les voies liées à la gare du Nord. On découvre la petite épicerie orientale, dans laquelle moi-même j'ai pas encore mis les pieds. Et surtout, quelque part, on se retrouve un tout petit peu à travers ces personnages. D'autant que les deux acteurs qui jouent ces mêmes personnages, ils jouent très bien. Rémi, interprété par François Civil, le gars qui a joué dans Le Chant du Loup. Je l'ai bien aimé en introverti celui-là. Et Mélanie, interprétée par Anna Girardot. Et non, aucun lien de parenté avec Annie Girardot. Mais au-delà de l'excellent jeu d'acteur et une critique à travers les réseaux sociaux, surtout les applis de rencontre, ce film m'a séduit, ne serait-ce que pour sa structure narrative. Je vais pas vous en dire plus pour vous spoiler, mais sachez que, en tout cas, ça casse facilement les codes de films romantiques. Au fur et à mesure que tu regardes le film, tu te poses vraiment la question, est-ce que les deux personnages qui ne sont jamais vus se rencontrent vraiment? Est-ce qu'ils vont vraiment se rencontrer, ou alors ils vont se rencontrer, mais hors champ? Tout au long du film, je me suis tout le temps posé la question. Bref, je vais pas vous en dire plus, de moi, je vous le recommande fortement. Si le sujet de l'introversion vous parle, ce film est fait pour vous. Et qui plus est, si comme moi, vous êtes un gamin des 18e arrondissement, alors ce film est fait pour vous. En gros, de moi, je vous recommande, sincèrement. Numéro 9, Nicky Larson et le parfum du Cupidon de Philippe Lachaud. On va approcher un peu le micro pour faire style. Ce film, dès le début, j'en avais vraiment foi. Alors, je vais faire pareil, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans la critique qui est déjà consacrée, mais dès le début, je n'ai pas douté une seule seconde. Bon, déjà, la bande-annonce du DMX, il a fait peur, clairement. Et je comprends que beaucoup de personnes ont défoncé à la sortie de cette bande-annonce. Mais au final, quand le film est sorti, soit le 6 février 2019, alors oui, je sais que le film est sorti en 2018, mais là, c'était une première. Mais la date de la sortie nationale, c'est 2019. C'est un fait. Bref, Philippe Lachaud, au sujet de ce film, il a fait de l'excellent travail. Déjà que c'est comme moi un grand fan de manga, surtout tous les mangas qui sont sortis du Club Dorothée, et qui plus est, c'est un grand fan de Nicky Larson, City Hunter de son original. Non seulement il a repris subtilement les codes de l'anime qui est sorti dans les années 80-90, mais en plus il a tenu compte de quelques éléments du manga, qui eux ne sont pas apparus dans l'anime. Et je compte même pas les nombreux clins d'œil au Club Dorothée. Soit l'émission de notre enfance qui nous a bercé avec tous les animés qui sont sortis à l'époque. Genre Senseiya, Dragon Ball, Hokuto no Ken, et même Sailor Moon, même les Sentai dont Power Rangers que j'aime pas trop. Bref, je m'égare, mais en plus d'être un festival de clins d'œil qui nous parle à nous, les enfants des années 80-90, qui ont grandi avec le Club Dorothée, Nicky Larson et le parfum du Cupidon est selon moi une très bonne adaptation. Et pour une fois, l'allure des personnages sont presque conformes aux protagonistes du matériel d'origine. Yakawa Romibutsu et surtout Kaori, ici Laura, et vous comprenez très bien où je veux en venir. Bref, une fois de plus, Génération Club Dorothée est fière de l'être. Non mais tu peux pas arrêter de dire si tu prononces un seul mot, je te défonce la gueule! Numéro 8, Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Pour rester dans le sujet de l'adaptation de manga, on va parler d'une œuvre culte de science-fiction. Gun. Si jamais vous autres, vous n'êtes pas familier à cet univers, franchement, foncez de voir. C'est une série de mangas composée en 9 tomes, c'est pas très long, vous verrez, et c'est très passionnant à lire. Pour parler un peu du film de Robert Rodriguez, je dirais que ce film, c'est la meilleure adaptation de manga Gun. En tout cas, une meilleure adaptation que l'animé des années 1990, qui en partie a servi comme source d'inspiration pour le film live. Mais je crois qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit de la critique. C'est la réalisation de Gali. Déjà, Rosa Salazar avec les gros yeux genre Bratz ou les filtres Snapchat, franchement c'est cool. Elle est vraiment très belle, je crois même que je suis tombé amoureux.
Mais en plus, quand tu la vois se battre, genre elle pratique le Panzerkunst contre ses ennemis, c'est vraiment très bien fait quoi. Rien qu'à la scène du bar, j'ai vraiment pris mon pied. Et le Motorball, putain, ça passe sérieusement de commentaires. Meilleure retranscription de séquence de manga ever. J'ai vraiment pris plaisir à voir ces séquences parce que, franchement, cette séquence, à l'écran, c'est beaucoup plus lisible que dans le manga. Parce que oui, dans le manga, il y a quelques séquences, c'est vraiment un peu complexe. Genre, il faut vraiment suivre les affrontements et les épreuves, en détail. Et encore une fois, Christophe Waltz dans le rôle de Dr. Ido, impeccable. Et en plus, c'est James Cameron, fan du manga original, je vous le rappelle, qui a produit Alita Battle Angel. Et franchement, vivement la suite parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner les affrontements du Motorball. Bref, Alita Battle Angel, une très bonne adaptation de manga que j'hésiterai pas à revisionner plusieurs fois. Et encore une fois, je suis très impatient de voir la suite. Numéro 7, Yuli de Ifyar Boyain. Alors celui-là, c'était vraiment merveilleux. C'était même passionnant de suivre l'ascension d'un certain danseur étoile cubain, Carlos Acosta. Si tu comptes que lui-même tient le rôle principal, en plus des deux autres, genre Kevin Martinez dans sa version jeune, qui a une ressemblance de dingue de Carlos Acosta, vous n'imaginez même pas à quel point, mais aussi le petit Acosta, je sais même plus comment il s'appelle l'interprète. Et avec son nom très compliqué à prononcer, ça va pas s'arranger. On n'oublie évidemment pas son père Pedro, joué par Santiago Alfonso. Mais ce que j'aimais dans ce film, c'est que déjà, il y a des plans magnifiques, franchement c'est super. La relation entre son père et Acosta, qui sont vraiment touchants, voire très drôles, certes rudes, mais franchement très marrant à voir. Et j'ai bien aimé comment le film présente les talons d'Achille d'Acosta, malgré qu'il deviendra une grande étoile montante de l'histoire de la danse classique. Et c'est sans compter les vues sur Cuba, qui sont tout simplement magnifiques, qui donnent vraiment envie de la visiter. Et en ce qui concerne mon intention de séjour là-bas, ma proposition tient toujours. Bref, Yuli, un très beau film biographique, à voir absolument. Numéro 6, Avengers Endgame d'Anthony et Joe Russo. Inutile de vous dire que l'MCU, franchement, c'est une saga qui m'a vraiment plu. On dira ce qu'on voudra, mais je vais pas pour autant bouder mon plaisir en regardant les films du MCU. Notamment les 3 premières phases. Avengers Endgame, j'ai trouvé que c'était une excellente conclusion. Et je le maintiens toujours. Il est certes pas aussi beau qu'Avengers 1 et 3, je l'ai même moins préféré aux Gardiens de la Galaxie, les 2 premiers du moins. Mais il n'empêche que j'ai bien aimé la tournure que ça a pris. Déjà le fait que Hulk devienne plus intelligent, malgré tout il n'est pas aussi fort que le Hulk original. Les retrouvailles des personnages très touchantes. Le duo Tony Stark et Captain America, ça fait toujours plaisir. Il y a des vannes qui sont parfois dingues, mais bon, soit, on peut accepter ça au moins. Bref, niveau surprise, on n'est pas dans le même niveau qu'Avengers Infinity War, mais j'estime que c'est une très bonne conclusion, comparé à un certain X-Men Dark Phoenix. Après ce film, même après Spider-Man Far From Home, je me demande comment est-ce qu'ils vont réussir à nous séduire avec les films suivants. Parce que franchement, après Avengers Endgame, je vois vraiment pas comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux. Mais bon, je vais pas juger tout de suite donc, à voir. Numéro 5, Rambo Last Blood d'Adrian Grunberg. Alors là, je suis en partie assez d'accord avec les gens qui disent que Rambo Last Blood, soit Rambo 5, c'est le film de trop. Parce que John Rambo, son prédécesseur, est une très bonne conclusion. Ce film, Rambo 5, bah désolé, mais je l'ai pas trouvé inutile moi. Alors certes, ça raconte plus trop grand chose par rapport à Rambo, genre c'est quoi, Rambo est devenu plus humain qu'avant, il a même une fille adoptive, on voit un Rambo plus heureux, plus serein, parce que n'oublions pas que le mec, on a vraiment bavé dans la guerre du Vietnam, mais à part que John Rambo, au début du film, est devenu plus heureux, bah... C'est vrai que le film ne raconte pas grand chose, mais toutefois, on ne peut pas lui retirer ses qualités que moi je lui ai trouvées. Genre, la violence est encore plus poussée que dans Rambo 4, Rambo ici est beaucoup plus vénère que dans les 2 premiers films, les méchants se font défoncer de manière très sale, ouais bon, ça revient presque à la première critère, et Gabrielle, la fille adoptive de Rambo, j'ai trouvé intéressant parce que c'est quand même le moteur des humeurs, des émotions que Rambo présente, en fonction de la situation. Même si on est tous d'accord que la fin, franchement, c'est pas du tout ça. Mais n'empêche que Rambo, Last Blood, c'est un très bon film Rambo pour moi. D'où sa 4ème position de le classement des films Rambo, et d'où sa 5ème position dans ce classement. Et si jamais un producteur aurait le malheur de pondre une 6ème suite de Rambo, je sais pas ce qui se passera, mais ça va craindre un max. Numéro 4, The Irishman de Martin Scorsese. Alors celui-là je vais être bref, c'est un excellent film de Scorsese. Si vous voulez tout savoir de ce que je pense en détail de ce film, vous n'avez qu'à voir la critique que j'ai fait il y a pas longtemps. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Martin Scorsese a fait de l'excellent travail. Et je vais même pas parler de son casting fétiche. Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel et surtout Al fucking Pacino. D'ailleurs, petit aparté, ce que je vous ai pas dit dans la critique qui lui est consacrée, c'est surtout que j'ai vu le film en version française. Parce que oui, la version française de certains films américains, ils ont vraiment de très bonnes factures. Jack Franz qui double Robert De Niro depuis quelques années. Et surtout Mel Gibson, un acteur que j'admire. Dans The Irishman, je trouve que Jack Franz, il n'a pas autant la forme que précédemment, mais ce qui est un peu normal puisque Robert De Niro est vieux aussi dans ce film, donc forcément il a la voix un peu faible, un peu moins dynamique, une voix de vieux quoi. Philippe Payteux, la voix d'Homer qui fait la voix de Joe Pesci ici. Et surtout, mon préféré, José Luccioni qui double à merveille Al Pacino. Et en plus, il est aussi la voix française de Marcus Phoenix de Gears of War. Le fait que c'est Luccioni qui double Al Pacino, je trouve vraiment que c'est de plus-value à l'acting d'Al Pacino. Bref, je vais pas tergiverser, allez voir The Irishman sur Netflix.
vous ne regrettez pas d'aller le voir. Numéro 3, Klaus de Sergio Pablos. Alors, c'est très rare que j'aborde des longs métrages d'animation dans mes vidéos. Le premier que j'ai fait étant Ralph 2.0 et un autre, c'était Dragon Ball Super Broly. Mais Klaus, sincèrement, j'en ai vraiment besoin d'en parler. Klaus est le premier film d'animation original qui est apparu sur Netflix. Ce film se base sur un seul concept, nous raconter comment la légende du Père Noël a été créée. Et ça, c'est ce que le film il fait, brillamment, subtilement. Pour vous résumer l'histoire, c'est celle de Jesper, un enfant pourri gâté qui est fils d'un milliardaire, qui est le directeur de l'Académie royale postale. Et Jesper, lui, a été envoyé dans une île située à l'Antarctique, Smeresberg, je crois, en qualité de facteur qui a pour mission d'envoyer 6000 lettres, sans quoi il se fera couper des vivres. C'est alors qu'après quelques péripéties, il fait à la rencontre d'un certain Klaus, ou Claude si vous préférez. Alors, dans un premier temps, parlons de quelque chose de très flagrant, la direction artistique. Déjà, graphiquement, c'est très beau, c'est sublime, la palette des couleurs a été très bien choisie, mais ceci étant dit, ça vous rappelle pas un peu le chara-design des Pixar, voire même des grands classiques du Disney? Alors, ce qui explique cette ressemblance, Sergio Pablos a contribué à la création du Bossu de Notre-Dame, Hercule et Tarzan. Et d'ailleurs, j'espère, me fait un peu penser du mec de Ratatouille, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas encore vu le film. Bref, je vais me dispenser de vous parler des personnages tellement ils sont tous bien. Mon préféré, c'est bien entendu Jesper, et surtout la petite Margot, qui est très mignonne. Et Klaus, qui au départ a l'air d'un bûcheron barbare, mais qui deviendra plus tard le Père Noël. La construction de la légende de Noël, franchement, rien à dire. Mais ce que j'aime bien avec Klaus, la légende de Noël, c'est que ce film ne nous prend vraiment pas pour des cons. Les dialogues ont été très bien travaillés, la VF surtout, je n'ai franchement rien à dire. Il y a des situations vraiment très subtiles, sans pour autant nous prendre pour des cons. Les anecdotes de Noël ont été retranscrites de manière très intelligente. Et surtout, ce qui se démarque vraiment d'un Disney, voire même une production Warner Bros. Dans le département d'animation, c'est qu'il n'y a qu'une seule chanson. Et ça suffit amplement. Il y a même un peu de hip-hop dans certains passages. À juste dose, franchement, rien à dire. Niveau bande-son, c'est vraiment génial. Et puis, je vais sûrement encore vous inviter avec la VF, mais la VF de Jesper, Alex Lutz, franchement, il a fait de l'excellent travail. Franchement, bravo mon gars. Klaus, en plus d'être un véritable conte de Noël, c'est une véritable poésie visuelle. Une véritable pépite de Netflix qu'il faut absolument voir, que je vous recommande très fortement. Petits et grands. Numéro 2, Les Misérables de Ladjli. Alors, je sais que je me répète à chaque fois, mais concernant ce film, tu n'as pas d'autre choix que de dire ça. Les Misérables est le meilleur film français de 2019. À voir absolument. Un film débordant de réalisme, un sound design très impactant, notamment la scène de la bataille. Alexis Mananti dans le rôle de Chris qui m'a vraiment épaté, même si encore une fois le personnage c'est un salopard, mais il a quand même un grand sens de la justice. Mais je pense surtout que ce film est arrivé au bon moment. Je m'explique, à l'heure où les gilets jaunes règnent en ce moment, depuis l'année dernière, ce film est là pour appeler le gouvernement à l'ordre parce que le peuple en a marre quoi. Évidemment, les Misérables n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, mais dans le propos, c'est un peu similaire à peu près. Genre, si on voit la société se déchirer, ben, regarde le résultat, quoi. Bref, je pourrais vous résumer en quelques mots de ce qu'est Les Misérables, mais le problème, c'est que si je vous spoil ici, votre surprise sera moindre que quand vous regardez le film la première fois, sans que quelqu'un vous souffle à l'oreille de ce qui se passe. Bref, Les Misérables, une excellente surprise, et franchement, c'est absolument vital que vous ayez le voir. Mais par contre, ce film aurait certainement figuré à la première position de mon classement s'il n'y avait pas celui-là. Et le numéro 1 du top de mes films favoris 2019, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin fucking Tarantino. Putain. Je sais pas par où commencer en fait. Je pense qu'il est tout à fait inutile de vous présenter ce réalisateur qui pour moi est le meilleur filmmaker que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je vais alors commencer par le casting. Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rick Dalton, Brad Pitt, mon personnage préféré qui joue dans le rôle de Cliff Booth, le cascadeur, Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate, Al Pacino dans le rôle de producteur, Zoe Bell, Michael Madsen, Kurt Russell, Bruce Dern, etc., etc. Mais par contre, un truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'apparemment Tim Roth, un ancien acteur de la famille Tarantino, ferait partie du film, mais au montage final, la scène qui lui est consacrée n'apparaît même pas. Même dans le Blu-ray, il ne figure même pas. C'est vraiment dommage parce que Tim Roth, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Mais bon, c'est juste un détail. En dehors des personnages de Rick Dalton, de Cliff Booth et même de la petite Marbella, il y a d'autres personnages que j'ai beaucoup appréciés. C'est celui de Pussycat. Déjà, c'est une personnage toute fraîche, donc c'est une hippie. Donc c'est celle qui fera la rencontre de Brad Pitt. Elle est cinglée, elle est pétillante, elle est vraiment extravertie. Elle a même des poils sur le bras. Elle personnifie encore une fois le fétichisme des pieds de Tarantino. Et tout ça, c'est ce qui fait que j'apprécie son personnage. Elle a certes des mimiques très bizarres. C'est un nouveau charme qui est ajouté par rapport au personnage féminin que Quentin Tarantino a créé jusque-là. Bref, en dehors des personnages, tu as aussi la bande-son qui est vraiment superbe. La ville de Los Angeles de 1969, franchement, il n'y a rien à dire, elle est très bien retranscrite. Les dialogues, comme d'habitude, sont de très bonne facture, Tarantino oblige. Il y en a plein qui disent que c'est très long, certes, je leur accorde, mais moi perso, je ne les ai pas sentis passer ces 2 heures.
J'en viens même à regretter que c'est pas plus long que ça. Et surtout, j'ai bien aimé comment l'arc de Rick Dalton, de Cliff Booth et même de Sharon Tate ont été très bien racontés, mais de manière individuelle, mais très efficace. Bref, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, le meilleur film de 2019, sans hésiter. Et pour la petite histoire, sachez que depuis sa sortie Blu-ray, c'est-à-dire le 14 décembre, je me prends un malin plaisir de le regarder au moins une fois par semaine. Et une fois de plus, j'en demande. À nouveau. Et vivement le 10e film de Tarantino parce que, franchement, après la claque que j'ai eue, putain, j'ai vraiment hâte de savoir jusqu'où il réussira à m'étonner celui-là. Et voilà, on a enfin fini avec mon top 10 des films favoris de 2019. Donc j'espère qu'il vous a plu. Malgré toutes les merdes qu'il y a eu au cinéma cette année, franchement, il y a eu plus de pépites que de merde, quoi. Par exemple, j'aurais très bien pu vous parler d'Ad Astra, de Le Mans 66, de Joker, Spider-Man Far From Home. Oui, c'est un bon film celui-là. Mais voilà, ces films-là ne portent pas autant dans mon cœur que ceux que je viens de vous citer tout à l'heure. Encore une fois, dites-moi ce que vous avez préféré comme film de 2019, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le mien. Et pour ma part, ça me fait vraiment très plaisir de faire ces vidéos parce que ça me permet de me surpasser en quelque sorte. Ça me permet aussi de plus m'intéresser au cinéma, enfin plus que je m'étais intéressé auparavant. Ça a l'air de rien, mais faire ces vidéos, ça me tient vraiment à cœur. Donc déjà, merci à vous pour votre soutien, merci pour les commentaires que vous m'avez laissés. Franchement, merci de m'avoir vu, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça me donne vraiment envie de continuer dans cette voie. 2019 a été quand même une très bonne année malgré toutes les merdes qu'il y a eu. Mais je pense que ça m'a été vraiment bénéfique. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Et on se retrouve l'année prochaine qui aura lieu dans 2 jours. On est dimanche 29 aujourd'hui. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et surtout, passez d'excellentes fêtes. Allez, ciao!